Sud Radio Bercob dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec quelqu'un qui est loin d'être sénile. C'est Rémi Tell, entrepreneur et cofondateur du collectif Peuple Libre, auteur de Paroles révoltées aux éditions Perspectives Libres. Et on va enfin donner la parole aux jeunes après ce premier tour. Bonjour Rémi Tell. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Alors Rémi Tell, d'abord, évidemment, on est dans les lendemains, je ne sais pas qui chante ou qui déchante, ça dépend de dans quel camp on est. Pour vous, comme ça, un commentaire général, sans choisir, quel a été votre sentiment, qu'est-ce que vous avez senti après les résultats? 9,5 millions de Français ont basculé dans le métaverse. Et je crois qu'on ne peut plus rien pour eux. Ce sont les 9,5 millions de Français qui ont voté Emmanuel Macron. On ne peut plus rien pour eux, tant le rapport à la réalité semble déréglé. Alors il y a ceux qui se prennent pour des libéraux. Que font-ils des 1000 milliards de dettes supplémentaires créées durant le quinquennat? Ceux qui se revendiquent du républicanisme, liberté, égalité, fraternité. A priori, l'apartheid sanitaire et les mutilations faites aux gilets jaunes ne les dérangent pas plus que cela. Et puis enfin, reconnaissons-le, il y a des boomers qui ont oublié que s'ils avaient eu 50 plus durant la crise sanitaire, c'était EHPAD et Rivotril. Et donc on est pris dans une espèce de folie collective là qui se manifeste à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle et dont on peut se consoler simplement en se disant que 25 millions de Français, eux, n'ont pas fait ce choix imbécile parce que, pour parler un peu cash, aujourd'hui voter Macron, c'est faire un choix véritablement imbécile, puisque même ceux qui pourraient se reconnaître dans l'idéologie du macroniste votent pour Macron pour de mauvaises raisons. Oui, mais alors on pourrait vous répondre, Rémi Tell, c'est bien, bel et bien ce que vous dites, mais enfin, voter Marine Le Pen, ce serait quand même voter pour l'extrême droite, parce que elle a beau dédiaboliser, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que quand même Marine Le Pen, ou ceux qui entourent Marine Le Pen, et d'où elle vient, c'est quand même une extrême droite qui n'est pas vraiment plus reluisante. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? S'il faut faire un choix, puisque le choix est aujourd'hui, en tout cas, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. En tout cas, au premier tour, il y avait une multiplicité de choix, avec des candidatures intéressantes, celle par exemple de Nicolas Dupont-Aignan, qui s'est beaucoup engagé sur la question des libertés. Aujourd'hui, je me méfie plus de l'extrême centre que de l'extrême droite. Et la menace véritable pour l'état de droit, pour les libertés individuelles, pour la santé, pour le pacte social s'incarne dans ce que représente Emmanuel Macron. Et il suffit de regarder dans le rétroviseur là, des 5 dernières années pour s'en convaincre. Et donc cette espèce de théâtre antifasciste est absolument ridicule, et je crois que l'enjeu des 2 prochaines semaines, ça va être de déconstruire ce récit en ramenant le réel face à chacun. Le danger pour la démocratie, le danger pour les libertés, le danger pour l'état de droit, c'est Emmanuel Macron. Oui, pour vous c'est clair et net. On va en parler avec vous, on va prendre le temps d'en parler à Rémi Tell, on va parler de Paroles révoltées bien sûr, et avec vos auditeurs, et surtout Paroles révoltées. Pourquoi vous avez quand même eu envie de rassembler ces chroniques, donc chez Libre, Perspectives Libres, voilà. Ces textes ont été écrits, publiés avant la crise sanitaire pour la plupart d'entre eux. Et en fait, en les relisant un jour rétrospectivement, je me suis rendu compte qu'ils annonçaient modestement, beaucoup l'avaient pressenti, mais déjà ce qui allait s'annoncer, c'est-à-dire l'inversion accusatoire, c'est le cas là sur les menaces supposées contre la démocratie en cas de victoire de Marine Le Pen, sur la perte complète du lien avec le réel, le vaccin c'est la liberté, tous vaccinés, tous protégés, et donc en fait, ce qui s'est passé là durant les 2 dernières années et ce qui avait forgé un peu mon engagement était déjà en germe avant, et depuis très très longtemps, et c'est pour ça qu'il m'a semblé intéressant de republier ces chroniques chez Perspectives Libres. Alors on va en parler longuement avec vous jusqu'à 14h, Rémi Tell. Effectivement, Paroles révoltées, chroniques que vous avez publiées dans des journaux, effectivement sur des sites, Figaro Vox notamment et d'autres. On va en parler tout de suite après les informations. Et évidemment, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour réagir à ce premier tour de la présidentielle. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Rémy Tel, 27 ans, parole révoltée, chez Perspective Libre, des chroniques que vous avez écrites et publiées entre 2020 et 2021. Alors Rémy Tel, moi on a eu les Harris Interactive a fait effectivement une enquête, une analyse sociologique pour CNews et Europe 1. Et en gros, ce qu'ils disent, les jeunes électeurs ont voté principalement pour Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour. Les retraités ont soutenu le président sortant Emmanuel Macron et Marine Le Pen l'emporte dans les tranches d'âge entre 25 et 49 ans. Indiquent les années de sondage. Vous avez 27 ans vous-même. Est-ce que vous y croyez à enfin, vous y croyez? C'est quand même intéressant. Là, c'est des constatations, effectivement. Les jeunes pour Macron, on disait l'âge moyen et les petites villes pour Marine Le Pen, et enfin les boomers, ce qu'on appelle les boomers, ou les retraités aussi, et les petites villes, enfin, pour Marine Le Pen. Vous y reconnaissez là-dedans? Comment vous le ressentez, cela? Assurément, cette élection traduit une fracture générationnelle. Et 41% de ce qu'on appelle effectivement les boomers se sont portés sur la candidature d'Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas de les critiquer individuellement, puisque ces fameux boomers sont les parents, les grands-parents que nous chérissons. Mais en tant que génération, comment ne pas s'agacer de constater que ceux qui ont participé à la destruction de la planète, qui ont participé à la destruction de la civilisation, qui nous laissent aujourd'hui une dette colossale, sont les mêmes qui prennent aujourd'hui en otage la société française au nom de la conservation de leurs intérêts. Il y a quelque chose d'absolument insupportable dans cette réalité sociologique. Et moi, j'appelle les jeunes, les moins jeunes aussi, bien sûr, à se mobiliser fortement au deuxième tour pour faire barrage, justement, Emmanuel Macron, parce que on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas laisser hypothéquer notre avenir par une génération tout aussi sympathique, à titre individuel soit-elle, mais par une génération qui a si peu contribué à l'amélioration du monde et qui l'a tant détruit. Oui, mais alors attendez, est-ce que vous n'êtes pas là un petit peu caricatural, Rémy Tel, parce que primo, cette génération, elle a aussi contribué à construire le monde. Hein, je la défends pas. Elle l'a pas que détruit. Et surtout, vous parlez des retraités, vous parlez des boomers. Vous savez très bien qu'on a beaucoup réduit, et pas seulement Macron, les retraites, que beaucoup voient leur retraite rognée, hein, que beaucoup, effectivement, ont travaillé, ont cotisé pendant 40 ans ou même plus, et qui se retrouvent, effectivement, fort dépourvus quand la bise, justement, l'ultralibérale fut venue. Est-ce que tout ça, est-ce que c'est vraiment une question de classe d'âge, ou c'est une question peut-être de conservatisme, de peur du lendemain? Est-ce que c'est pas plutôt ça qui joue? Les deux sont sans doute mélangés, à savoir un réflexe de conservation, parce que quand on a effectivement construit sa vie, on a plutôt intérêt au maintien du système tel qu'il est, avec des représentations datées. Et à nouveau, on voit bien que ce discours-là, antifasciste, ne tient absolument pas. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, oui, il y a une part d'irrationalité dans le vote des boomers pour Macron, parce que on a sacrifié les personnes âgées durant la crise sanitaire, parce que les boomers seront les premiers qu'on viendra trouver au moment où ils iront piocher dans l'épargne des Français pour éponger la dette Covid. Et donc ce n'est même pas l'intérêt des boomers que de voter Emmanuel Macron. À nouveau, le métaverse. Oui. Alors expliquez d'abord, parce que beaucoup d'auditeurs, et on a eu des échos, ne savent pas ce que c'est que le métaverse, et je peux les comprendre. C'est quoi le métaverse? Le métaverse, c'est le monde de demain. À savoir ce projet qui est alimenté par beaucoup de firmes du numérique, Facebook en tête, de créer une réalité virtuelle dans laquelle chacun pourra s'immerger et qui, au fond, a vocation à se substituer aux insatisfactions de la vie quotidienne, a fortiori chez ceux d'entre nous qui ne faisons pas partie de cette oligarchie. Cette oligarchie, elle, se satisfait bien du réel puisqu'il est fait pour elle, mais pas les autres.
Et je crois que le métaverse, c'est l'expression paroxystique aussi de ce que je dénonce dans le livre, à savoir de la rupture complète de notre lien avec le monde réel et de cette folie, à nouveau, cette folie collective qui s'empare de nous tous. Oui, vous voulez dire qu'en fait, on travaille à créer une réalité où chacun pourra s'y retrouver et surtout ne pas embêter les pouvoirs quels qu'ils soient. C'est un peu ça. Oui, exactement. C'est un projet de ségrégation d'une certaine façon. Ouais. C'est-à-dire que le bas peuple n'aura pas à se plaindre puisqu'il trouvera cette compensation dans la réalité virtuelle qui est le métaverse. Le métaverse, c'est ce que le camp du bien veut créer pour dire on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc on crée le métaverse pour votre consommation et vous allez être content de cela. Et pour parachever la folie collective, cette folie collective qui les arrange tant, la preuve, elle leur permet de se maintenir au pouvoir, alors que les 5 ans de macronisme, on l'a dit, c'est 1000 milliards de dettes supplémentaires, c'est des dérives éthiques absolument insupportables durant la crise sanitaire, c'est l'éborgnement des gilets jaunes. Il y a une part de la population française qui semble toujours ne l'avoir pas compris. Alors, effectivement, cette quête du métaverse ou de la réalité, ou d'une autre réalité est mondiale. D'ailleurs, elle n'est pas seulement française, comme vous le savez. Mais est-ce que ça amène justement, vous avez écrit, vous écrivez là, un de vos textes que face au grand retour de l'idéologie, il faut reconquérir le réel. Et c'est d'autant plus vrai, apparemment, ce que vous dites, par rapport à l'élection, enfin, par rapport aux élections que nous vivons actuellement. Ce serait quoi reconquérir le réel? Qu'est-ce que ça veut dire? Très, très concrètement, oui. Déconstruire là le récit qui est en train de se mettre en place sur la menace de l'extrême droite, parce que si on dit qu'il n'y a pas l'extrême droite, enfin ça n'existe pas, soyons clairs. En tout cas, Marine Le Pen, ça existe, oui. L'extrême droite existe, mais quoi qu'on pense de Marine Le Pen, de ses idées, on peut évidemment être en désaccord, mais elle ne recoupe pas la définition de l'extrême droite au sens de la science politique. Moi surtout, ce qui m'interpelle, c'est de noter que ceux qui alimentent là ce théâtre antifasciste, qui se prennent pour nos directeurs de conscience, souvent, pardon pour cette expression un peu triviale, mais ne sont pas eux-mêmes exempts de tout reproche. Qui sont les directeurs de conscience aujourd'hui du peuple français? Est-ce que c'est Libération qui, dans les années 70-80, via ses pages petites annonces, organisait les réseaux pédophiles à Paris? Est-ce que c'est monsieur Enthoven, sophiste reconverti en défenseur des néo-nazis du régiment Azov? Sont-ce les bobos germano-pratins qui ont été les premiers à soutenir la dictature sanitaire que nous avons dénoncée et dont nous avons déjà eu l'occasion de parler ici? Et donc quand ces gens-là me parlent de fascisme, j'ai l'impression qu'ils brossent leur autoportrait. La menace, c'est eux, le problème, c'est eux. Et alors, de ce point de vue-là, comment faire passer, pour vous, Rémy Tell, comment faire passer justement ces idées de justement attention à l'escroquerie d'étiquette, attention aux mots, comme disait Orwell, à la novlangue, puisque nous sommes en pleine novlangue, selon vous, et vous n'êtes pas le seul à le penser. Mais comment on fait concrètement, encore une fois? Alors, je crois que la stratégie menée depuis 2 ans a beaucoup consisté à nous isoler les uns des autres. C'est d'ailleurs bien ce qui s'est passé durant le confinement. Et donc, beaucoup de gens se sont retrouvés seuls devant leur télévision, complètement à la merci du discours dominant. Des médias comme le vôtre permettent de retrouver ce lien-là. Samedi, me semble-t-il, une manifestation sera organisée à Paris, une manifestation anti-Macron organisée par Florian Philippot et les Patriotes. Je crois qu'il serait plutôt sain que beaucoup de gens s'y rendent. C'est ainsi qu'on retrouve le lien avec le réel. Il me semble aussi qu'il y a un travail à mener sur notre déconnexion avec le système. C'est-à-dire qu'on a d'autant plus de mal à regarder la réalité en face que le système qui l'a créé peut nous viser. Et donc, quand on se déconnecte du système en construisant son indépendance financière, en construisant des modes d'autonomie, est-ce qu'on y arrive? Est-ce que c'est pas très difficile? Justement, vous parlez de l'indépendance financière, parce que beaucoup de gens vous disent oui, c'est très joli, mais moi j'ai besoin de vivre, ma femme, mes enfants, mon mari, mes enfants, ma famille, etc. Comment je fais? Ça, c'est très bien, parler, c'est très bien, et les mots, c'est important, mais comment je fais pour les choses? Alors, ce qui est certain, c'est que je crois qu'il y a un lien très puissant entre le rapport des Français avec l'État et l'État-providence et
leur docilité durant la crise sanitaire. Si on n'avait pas acheté le peuple français du simple citoyen aux grandes entreprises, avec ces flots d'argent public, jamais les Français n'auraient pu tolérer ce qui s'est passé pendant 2 ans. Et donc c'est bien la démonstration que ce degré de dépendance vis-à-vis de l'État est présent partout, dans chaque aspect de nos vies, contribue à cet asservissement. On a fait marcher la planche à billets. Et bien tout sûr, ça. et vous le savez, vous en avez discuté avec d'autres, cela va se payer, ça devrait se payer assez prochainement, parce qu'on n'injecte pas comme ça 1000 milliards, rien que pour la France, d'euros gratuitement et sans coût dans l'économie française. 1000 milliards, c'est 15 000 euros par Français, hein, c'est une année de SMIC quand même, et donc tout ça va se payer, et a priori la remontée des taux d'intérêt qui devrait avoir lieu prochainement aux États-Unis puis au niveau de la Banque Centrale Européenne inaugurera une ère particulièrement difficile pour notre peuple. C'est vrai que, en tout cas, c'est quelque chose à suivre. On en voit les prémices en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine, en Russie et ailleurs. Les lendemains ne risquent pas de chanter, mais vous pouvez toujours nous appeler au 0826 300 300. On en parle dans un instant. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et direction Béziers. Nous ne sommes pas avec le maire de Béziers qui écume les plateaux, mais avec Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour Christian. Oui. Bonjour à tous et bonjour à Harry Vittel. Bonjour. Je me permets déjà de faire une remarque, enfin 2 remarques. La première, c'est que Sud Radio est quand même une excellente radio parce qu'elle permet quand même ce genre de discussion. Et Harry Vittel, j'ai trouvé que vous aviez une analyse qui était assez extraordinaire et très respectable. Je vais me permettre de vous poser une question qui est très simple, c'est celle-ci. On a beaucoup d'abstention, d'accord ? Oui. Et la question, elle est donc, pourquoi croire à des hommes politiques et à tous nos politiques actuellement, sachant que, avec quelques exemples, Castex nous dit faites des économies, mais il prend un jet qui coûte plus de 10 000 euros pour aller voter. Notre amie Valérie Pécresse tape sur le dos de Macron pendant plus de 3 semaines, puis hier elle dit mais surtout allez voter pour Macron. Notre ami Emmanuel Macron nous fait une gestion lamentable pendant 5 ans et en 3 semaines fait des promesses. Donc la question à se poser, c'est pourquoi il n'a pas fait ces promesses, pourquoi il ne les a pas tenues avant. Maintenant, deuxième point très important, on a parlé un peu de Marine Le Pen vis-à-vis de la Russie. Mais la question qu'il va falloir se poser quand même, c'est au moment où elle a voulu obtenir des prêts et des fonds au niveau européen, tous les politiques aujourd'hui se sont mis quand même de lice pour lui empêcher d'avoir ses prêts. On ne peut pas lui reprocher d'aller chercher de l'argent pour défendre ses idées. Donc, moi, je suis d'aucun côté politique, vous voyez, je serais plutôt partisan de l'abstention, et j'aimerais savoir, donc, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de croire à ces politiques ? Écoutez, je crois que vous l'avez dit vous-même, parce que dans ce que vous avez dit, je vais vous répondre cash, pour vous, je ne dis pas ça, c'est pas mon avis, c'est que quand même, par exemple, vous avez dit vous-même, par rapport à... Vous avez expliqué Macron, vous avez expliqué Pécresse, et vous avez expliqué Le Pen, et en disant, voilà, Le Pen... c'est un exemple. Le Pen, on l'a empêché d'avoir des fonds européens ou autres, elle a été obligée d'aller chez les Russes. Ça veut dire que pour vous, et corrigez-moi si c'est pour vous, Marine Le Pen est moins pire peut-être dans sa démarche ou dans ses actions que d'autres. Et je crois que l'histoire de l'abstention, c'est toujours pareil. Vous savez, l'idéal, c'est très joli, mais ça n'existe pas. Le réel, ça existe. L'idéal, évidemment, on aimerait tous avoir l'homme providentiel ou la femme providentielle, si elle existe, qui à un moment donné, effectivement, dans une période de l'histoire, fait ce qu'il doit faire et nous sort et nous fait passer à un autre niveau. S'il n'y a pas cela, moi je dis simplement, il vaudrait mieux voter pour quelqu'un qui a des défauts, mais qui a peut-être des avantages, et surtout, c'est que l'abstention, j'ai toujours dit, l'abstention ne profite qu'au pouvoir en place, quel qu'il soit. C'est-à-dire, tout pouvoir, en fait, ce qu'ils préfèrent, ce sont des moutons. Rémy Tell, quel est votre avis sur ce qu'a dit notre auditeur ?
Merci pour votre question. Alors évidemment, je comprends votre dégoût, mais je crois que la réélection d'Emmanuel Macron emporte un risque de péril, vraiment de péril mortel pour la nation française. Qu'il s'agisse du rétablissement du pass vaccinal ou de l'instauration de la vaccination obligatoire. Des famines, il les a annoncées lui-même, consécutives aux sanctions contre la Russie. De la dissolution définitive de la France dans l'Union européenne. Là, l'abîme véritablement guette. Et ce que je vois, c'est que 12 millions de Français se sont abstenus lors du premier tour et que si 10% d'entre eux se déplaçaient dans 2 semaines, alors peut-être que nous pourrions éviter le pire. Évidemment, cela ne réglerait pas tous les problèmes. Mais on ne peut pas, vu la gravité de la situation, me semble-t-il, jouer une forme de stratégie de l'indifférence qui en réalité se confond avec la stratégie du pire. Regardez l'ignominie de ce système. Valérie Pécresse, qui après avoir touché près de 2 millions d'euros par le biais de son mari, du deal très controversé sur la vente d'Alstom, vient réclamer de l'argent aux Français. Parce qu'elle s'est plantée durant sa campagne présidentielle. C'est un ancien collaborateur de Valérie Pécresse qui vous le dit. Mais quelle ignominie, quelle indécence. Et vous voyez, rien que pour ça, on peut trouver la motivation d'aller voter le 24 avril prochain. Christian, vous vouliez réagir ? Oui, Christian, allez-y. Je vais réagir à 2 points. Vous avez entièrement raison sur votre analyse. Effectivement, aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'avenir que nous voulons et comment voulons-nous le construire. Aujourd'hui, je dirais, Emmanuel Macron a été, à mon avis, évasif. Il nous a sorti des grands items qui ne tiennent pas la route, puisqu'il n'applique même pas actuellement ce dont il parle pour l'avenir. Ouais. Donc là, c'est quand même un petit peu inquiétant. D'accord ? On va dépenser des sous à droite et à gauche pour on va traiter ça d'options et on ne rentre pas dans le sérieux, dans la réalité, dans le réalisme. On a des exemples, vous les avez déjà cités, donc je ne vais pas les reciter. Mais enfin, l'exemple du Covid est absolument extraordinaire. Fermer des lits et interdire à des cliniques privées d'intervenir alors qu'on est en pleine période de Covid et que c'est dangereux et que c'était le quoi qu'il en coûte, c'est un exemple typique. Bon. En ce qui concerne les modes d'organisation qu'il a mis en place aujourd'hui, on se rend compte réellement qu'ils sont inadaptés. En ce qui concerne ses relations internationales, on se rend compte qu'actuellement, on est plutôt en train de se moquer de lui, autant les Russes que les Américains, entre parenthèses. C'est clair. Mais alors, Christian, qu'est-ce qu'on fait alors par rapport à ça, justement ? Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Je pense qu'il faudrait essayer de faire débattre très sérieusement les 2 concurrents et c'est ce qu'ils vont faire, en principe. Oui, mais leur poser des questions très claires sur ce qu'ils envisagent sérieusement de faire et sur les engagements réels qu'ils vont prendre dans des domaines qui sont des domaines très importants, parce qu'il y a le domaine de la sécurité, il y a le domaine aussi de la qualité de vie des gens. Quand on se rend compte que les salaires actuellement et les salaires de base sont des salaires catastrophiques, les gens ne peuvent pas vivre avec l'argent qui leur est donné. D'accord ? Il faut peut-être revoir aussi cette position-là. Il faut se poser la question sur les déserts médicaux. On est en train de parler de déserts médicaux. On en a beaucoup parlé, ça. On ne fait rien. C'est une véritable catastrophe. Actuellement, quand vous allez attendre pendant 2 mois parce que votre médecin il n'a pas le temps de vous recevoir, ou quand vous allez attendre pendant 3 mois alors que vous avez mal aux dents parce que vous n'avez pas de dentiste, est-ce qu'honnêtement c'est sérieux ? Vous savez, il y a des questions réelles à se poser, des questions véritables à se poser. On est en train de parler d'économie d'énergie, etc. Un jour il vous dit il faut passer au tout électrique, il faut être écologique. Et le lendemain, il vous dit, je vais faire des centrales nucléaires. Et le surlendemain, il va vous dire, je vais mettre du pétrole. Et le lendemain d'après, il va vous dire, on va rattaquer le charbon. Il y a un moment, il faut se poser des questions très sérieuses. Il y a un certain nombre d'années, il y a plus de 20 ans, on a parlé de l'exploitation souterraine des charbons par la combustion interne, qui permettait de récupérer les énergies en injectant de l'eau sous pression et en évitant justement les pollutions, puisqu'on remontait que de l'eau chaude. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question, les Allemands sont en train de le développer,
alors que ça fait déjà plus de 20 ans qu'on n'aurait pu le faire. Non, on peut faire. Non, je sais. On peut faire. Christian, on peut faire jusqu'à plus soif, effectivement, l'inventaire des. Je crois que encore une fois, moi, je reviens à ce qu'on a dit parce que là, on va avancer aussi. Je crois que ce qu'on a dit, c'est à vous, à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, de se décider en fonction de cela. Où on estime qu'effectivement rien ne changera, eh ben on reste chez soi et pourquoi pas. Je veux dire, il n'y a pas jugement à avoir là-dessus. Hein. Ou alors on estime qu'effectivement toute voix peut peser à un moment donné, et après il y a d'autres choses à faire que le vote, on en reparlera, et à ce moment-là il faut agir. Et votre voix, vous l'utilisez pour nous appeler au 0826 300 300 jusqu'à 14h. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors on ne va pas vous demander si vous aimez la blanquette de veau, c'est là, mais on vous écoute sur la présidentielle. Vous êtes à Joinville-le-Pont. Bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, bonjour. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à votre invité. Bonjour. Et puis merci de nous donner la parole. Je vous appelle aujourd'hui pour lancer un appel. Oui. Ces élections sont fondamentales pour la France et pour sa survie. On a passé 5 ans avec Monsieur Macron, terrible, tant au point de vue sanitaire qu'économique. Et Monsieur Macron est un danger. Si on parle du pass vaccinal, comment se fait-il, par exemple, que, sachant aujourd'hui que le vaccin n'est pas... on a vu son efficacité. On a des milliers de soignants ne sont pas intégrés à leur fonction. 15 000. Ça fait des mois. Voilà, ça fait des mois, M. Berkov. Oui. Ok. Concernant, il faudrait simplement que on a perdu. On a été gouverné par la peur. Peur de la crise sanitaire, peur maintenant de la Russie. On est tout le temps dans la peur. Et les Français ont perdu leur bon sens. On a des médias mainstream. Heureusement qu'il y a vous, M. Berkov. Mais on a des médias, c'est de la pure propagande. Il y a eu de la pire propagande au niveau sanitaire. Aujourd'hui, c'est pour la guerre. Donc, il faut que nous réfléchissions, d'accord ? Ouais. Il faut réfléchir à nos enfants. Ce qu'il est en train de faire, Macron, c'est du sabotage de la France. Excusez-moi, parce que là, franchement, je suis très émue. Et j'ai très peur. Non pas de ce virus, non pas de Poutine, mais j'ai peur de Macron. Ah oui, à ce j'ai point. peur oui, l'OTAN est un danger pour nous. Donc il faut réfléchir, se poser, réfléchir, parce que que les médias fassent la propagande et qualifient de Poutine comme criminel de guerre. Pourquoi nous n'avons pas crié pour l'Irak? Les États-Unis ont anéanti l'Irak. Nous avons aussi et ne parlons pas de l'Arabie Saoudite et du Yémen aussi. Et tout à fait. Pourquoi personne n'est jugé? Pourquoi personne n'a été qualifié de criminel de guerre? La guerre, toute guerre, d'ailleurs, il ne faut pas non plus, oui, mais toute guerre est... Oui, mais là, Poutine, ça fait 10 ans qu'il alerte. Nous, Français, avec les accords de Minsk, nous étions garants. La France a été garante pour faire respecter les accords de Minsk. Les Russes, au Donbass, ça fait 8 ans qu'ils meurent. Est-ce qu'on a entendu quelqu'un, nous, Français, ou l'Europe, s'indigner? D'accord. Donc, non, mais on vous a entendu, on a entendu votre indignation et on l'a bien entendu. Rémi Tel, je crois que vous vouliez vous répondre. Enfin, vous. Puisse votre appel être entendu, madame. Et votre terreur, et cette terreur qui est ô combien légitime. Chacun doit se rendre compte de la chose suivante. Il y a une dimension psychopathologique chez Emmanuel Macron. Et si les Français signaient un deuxième contrat, un contrat de mariage
avec le président sortant, je crains qu'il ne dévoile là son véritable visage. Et ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron pourrait ressembler à un remake de Massacre à la tronçonneuse, notamment d'un point de vue pas un peu, social. Pas du tout, quand même, non. Pas du tout. Parce que pas du tout. Psychopatologique, pervers narcissique, bientôt ce sera ça. Pour être très honnête, à mon avis, on serait surpris d'avoir les résultats d'une expertise psychiatrique d'Emmanuel Macron, mais ça, c'est un autre sujet. Oui. Et j'assume complètement la responsabilité de ce propos. En revanche, oui, un massacre à la tronçonneuse sociale, bien sûr, puisque là, le pire arrive du fait de la politique économique qui a été choisie durant la crise sanitaire et du fait des sanctions avec la Russie. Et il n'y a pas besoin de regarder Théorie du complot pour s'en convaincre, il suffit d'écouter Emmanuel Macron qui lui-même annonce des pénuries alimentaires, des famines en France d'ici 14 mois. Famine, il n'a pas employé ce mot. Hein. Mais il a parlé par exemple de tickets de rationnement. Comme durant la Seconde Guerre mondiale. On sait que les conséquences économiques, en tout cas pas seulement pour la France, mais pour l'Europe, vont être sévères. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Merci, c'est là pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Eric qui nous appelle de Carcassonne. Bonjour Eric. Oui, bonjour Eric. Oui, bonjour. Voilà, moi je me permets d'intervenir parce que je vous explique pourquoi j'ai voté Madame Le Pen. J'étais de gauche, mais de gauche. Hein. Oui. Et puis je travaille depuis de longues années auprès de mineurs délinquants et notamment des mineurs délinquants maintenant sans papier, puisqu'il y en a quelques-uns en France, beaucoup en plus d'ailleurs. Oui. Donc je me suis posé beaucoup de questions parce que quand je vois qu'ils arrivent et qu'on fait des radios hauteuses pour savoir leur âge, pour savoir si c'est resté sur le territoire français que les radios hauteuses ne sont pas prises en considération par les juges qui les placent même s'ils sont majeurs. Le coût d'un jeune dans une maison d'enfants à caractère social. Alors, 200 € par jour. Le coût dans un CER, 400. 400 € par jour. Oui, par jour. Ouais. Le coût dans un CEF, 800 € par jour. Ouais. Alors, quand vous pensez qu'il y a des gens qui travaillent et qui à la fin du mois n'arrivent pas à manger et que vous avez des familles comme ça où les enfants sont placés les uns après les autres, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, en suivant, vous demandez quand même où est la cohérence. Et vous assistez à des jugements où on maintient les allocations familiales malgré tout. Donc vous avez des gens dans les appartements payés par l'État français, leurs enfants placés avec ce que je viens de vous dire. Ouais. Et en plus, on leur paye les... Oui, c'est ça. Et dites-moi, il y a une chose quand même dans ce que vous avez dit, c'est à la fois préoccupant. Et vous dites que les juges refusent, enfin, ne tiennent pas compte de l'examen osseux pour savoir si la personne est mineure ou pas ? Pas toujours. Pas toujours. Non. On a des juges qui d'ailleurs se font grassement insultés parfois par les mêmes mineurs. Ouais. D'accord. Voilà. Comment vous voulez vous transmettre les codes et les valeurs et la loi française dans ce contexte? Je ne juge pas M. Macron, je ne juge pas. Ça fait des années, ça fait 20 ans, c'est comme ça. Vous avez des enfants qui vous disent on va vous égorger, vous formez vos enfants. Ils n'apprennent pas ça à l'école primaire. Ils n'apprennent pas ça à l'école maternelle, vous voyez, c'est quand même très étrange. On a, semble-t-il, une partie de la société française qui est opposée au code et à la culture française simplement. Et que si on continue comme ça, on va avoir... Qui sont hors la loi au sens le plus total du terme, quoi, au sens littéral du terme. C'est ça. Vous savez, les papiers. Alors, vous les demandez, par exemple, pour un mineur qui arrive en France. Oui. Vous les demandez à l'ambassade. Souvent, alors, ils ne veulent même pas vous les donner parce que la personne en question est partie du pays sans autorisation. Donc, en fait, finalement, vous ne connaissez même pas cette personne. Donc, vous demandez le papier, un extrait d'acte de naissance, vous payez. Donc, la France paye l'ambassade du pays en question. Vous voyez, on en est. Ce papier arrivant, ce document arrivant n'est pas bon des fois dans les dates parce que c'est des papiers, on voit bien que ce ne sont pas des papiers, voilà, il y a il y a des bacs chiches, bon, ça arrive. Alors vous changez la date parce qu'il faut que ça corresponde aux critères de la préfecture, mais ce n'est pas les bonnes dates. Donc vous redemandez un papier, vous repayez à l'ambassade et vous recevez un autre document jusqu'à ce que ce soit le bon. Et vous savez très bien, vous avez des enfants qui ont 20 ans passés et ils sont soi-disant mineurs. Et vous mélangez ces personnes avec des mineurs dans les établissements scolaires, puisqu'il faut les scolariser, puisqu'ils sont soi-disant mineurs. Bien sûr, et donc on sait ce que ça donne, le mélange, quoi. Ce que ça donne, ça n'a plus aucun sens. C'est absolument terrible. Et donc vous êtes de gauche et ça vous amène à voter autrement, quoi. C'est ça.
Je croyais ouvrier, enfant d'ouvrier, voilà, une culture de la protection. Oui, je comprends. Voilà. Et aujourd'hui, je me dis que si on continue comme ça, mais je suis très inquiet. La liberté, l'égalité, la fraternité, elle est aussi pour le monsieur qui travaille et qui, à la fin du mois, si vous voulez, sans trafiquer, sans ceci, sans cela, sans bien sûr. Des milliers d'euros à la société par an, parce que c'est des coûts comme ça. Il peut vivre, il peut sortir en toute tranquillité, sans crainte pour ses enfants, vous voyez, sans crainte pour sa voiture le matin parce qu'elle ne va pas démarrer parce qu'elle est cassée, parce qu'elle a été... voilà. Merci vraiment de votre témoignage. Rémy Tell, vous vouliez ajouter quelque chose ? Votre témoignage illustre bien que les Français ne sont pas la priorité d'Emmanuel Macron. On le voit récemment avec la crise ukrainienne, puisque vous savez désormais que les petits Ukrainiens bénéficieront d'une cantine gratuite qui reste évidemment payante pour les Français. On l'a noté également avec le scandale McKinsey. Considérez qu'un consultant McKinsey, le coût d'un consultant McKinsey, c'est 25 infirmières. Un consultant de McKinsey, c'est 25 infirmières. Qui peut encore croire que Emmanuel Macron nourrit quelconque ambition d'améliorer la vie de nos compatriotes? Un consultant de McKinsey, c'est 25 infirmières. Augustin. Écoutez, Nicolas, je ne sais pas si vous gagnez le salaire de 25 infirmières, mais on vous écoute et vous nous appelez des Alpes-Maritimes. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour André, bonjour à Rémy Tell. Bonjour. Écoutez, en tout cas, j'ai écouté Rémy. J'aurais été ravi à son âge, à 27 ans, d'avoir ses capacités de réflexion. Moi je vous appelle parce que j'ai super mal dormi en fait quand il y a eu les résultats qui sont tombés. Ouais. Et donc du coup, je me suis réveillé à 3h du mat et puis j'en ai profité pour faire mon chapelet. Moi je voudrais m'adresser à ceux à tous les Français qui voudraient voter Emmanuel Macron. Et je voudrais leur poser une question en fait. Donc on parle de racisme, etc. Chose que je comprends tout à fait. Par rapport à l'antisémitisme, enfin, etc. Je voudrais m'adresser à toutes ces personnes et leur poser la question, leur dire... depuis énormément d'années, en fait, l'extrême droite, comme elle est appelée aujourd'hui, n'a jamais été au pouvoir. Et tous les flics qui ont été brûlés ou qui ont été tués, tous les agriculteurs qui se sont foutus en l'air, tous les burn-out qu'il y a aujourd'hui, tous les ados qui vivent un mal-être et tout ça, c'est sous quel régime, ça, sous quel gouvernement? Parce que j'aimerais beaucoup entendre ce genre de choses. Si en l'occurrence depuis quelques années on vivait dans un pays, c'était super, c'était vraiment génial et tout ça, je pourrais comprendre le fait que la préoccupation, l'inquiétude. Je comprends. Exactement. Sauf que en fait, si on en est là aujourd'hui avec ce schéma-là, c'est bien parce que depuis des années, en fait, on continue sur la même ligne pourrie, quoi. Et donc je pense que je suis assez d'accord avec Rémy quand il a justement ce genre de discours-là. Je me dis, mais est-ce que les Français réfléchissent aujourd'hui vraiment, ou est-ce qu'on est devenus des Mongols? Excusez-moi pour le terme un petit peu violent, mais c'est vrai que parfois il est un petit peu dur de se retenir. Et je dois dire que les médias les plus importants, les médias audiovisuels, et je parle aussi, je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça, j'aimerais bien citer deux radios. J'ai le droit de citer deux radios? Écoutez, il vaut mieux ne pas les citer, mais tout le monde les reconnaîtra, vous inquiétez pas. D'accord, ok, ça marche. Bon, je veux dire, franchement, quand tu écoutes aujourd'hui les médias audiovisuels et énormément de radios, mais tu sais pour qui elle roule. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, je veux dire. Voilà. Moi, j'ai jamais voté jusqu'à présent. J'ai jamais. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous ne roulons pour personne. Soyons clairs. En ce qui nous concerne. C'est pour ça que c'est vous que j'appelle, André. Voilà quoi. D'accord, merci en tout cas. Non, mais c'est clair, c'est vrai que ce que vous dites, c'est quel régime effectivement. Est-ce que nous sommes tous dans un pays absolument radieux et tout le monde est content sous le régime dans lequel nous vivons, hein. C'est bien ça. Rémy, peut-être une réaction sur la question du racisme. Regardez le traitement qui a été infligé aux populations d'outre-mer pendant la crise sanitaire.
où on a expliqué que ces gens-là étaient des idiots, que culturellement ils refusaient la science, la Guadeloupe, la Martinique. D'ailleurs, les ultramarins ne s'y sont pas trompés puisqu'ils sont largement défait Emmanuel Macron à l'occasion du premier tour avec un plébiscite effectivement pour Jean-Luc Mélenchon. Donc vous savez, quand on y regarde de près sur cet aspect d'exclusion, de ségrégation, et je parle évidemment même pas là de la création de 2 catégories de citoyens avec le pass vaccinal, mais la Macronie n'a rien à envier peut-être à cette extrême droite qu'on dénonce. Ah non, mais en tout cas aujourd'hui je ne le pense pas du tout. Et dans quelques semaines, quand viendra le moment du deuxième tour, il est clair que je ne voterai pas pour Monsieur Macron, quoi. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, Rémi, quoi. D'accord. Mais je pense qu'il y a juste simplement à ouvrir les yeux, en fait, quoi. Bah écoutez, c'est voilà, ce qu'on... Oui, écoutez, M. Berkoff, je vous avais téléphoné il y a quelques mois et je vais en rajouter une couche encore aujourd'hui, au risque de paraître ridicule, mais de toute façon, c'est justement ce qui fait l'honneur de ce que je dis. En fait, je crois que la lutte qu'on est en train de vivre aujourd'hui se situe à un autre niveau. En fait, et c'est pas uniquement au niveau où on est en train de vivre, qui est simplement le niveau de surface. Moi qui essaie de vivre pleinement ma foi, et qui fait quelques pèlerinages. Je sais qu'il y a des lieux aujourd'hui qui sont particulièrement forts. Voilà, et je vous garantis que le combat se situe à un autre niveau, quoi. Oui, mais je crois que le combat se situe à plusieurs niveaux, mon cher Nicolas. Et le vôtre est très important aussi. Rémi, parce qu'il faut qu'on a beaucoup d'auditeurs qui attendent de nous parler. Une seconde, relisez... Solzhenitsyn qu'on censure actuellement. Solzhenitsyn, son discours sur le déclin de l'Occident. Le combat à Harvard en 1978. Le combat qui attend l'Occident est un combat spirituel. Absolument. Ça n'avait jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Comment ça s'appelle ? Le discours de Alexandre Solzhenitsyn, vous savez, le grand écrivain russe, à Harvard en 1978. Vous le trouverez facilement sur Internet et partout, à l'université de Harvard. On va devoir se retrouver dans un instant. Merci Nicolas pour votre appel. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes maintenant avec Emmanuel qui nous appelle de Pessac. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour Monsieur Tell, bonjour à vous. Bonjour Emmanuel. Je vous remercie de m'accueillir. Voilà, je revenais sur votre réflexion sur l'inversion accusatoire, parce qu'en fait, on la voit à peu près à tous les niveaux aujourd'hui, notamment par rapport à la sélectionnée du deuxième tour. On ne va pas citer son nom, parce qu'en fait, elle n'a jamais eu le pouvoir. Mais la difficulté, si vous voulez, c'est que tout ce qui nous a été imposé. Alors, je vais vous donner une définition rapide. L'attitude autoritaire, arbitraire, violente et dictatoriale imposée par quelqu'un à un groupe quelconque et à son entourage. Ça, c'est la définition du fascisme. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce qu'on a vécu depuis 5 ans, ça a été un petit peu dans ce moule-là. La vraie droite extrême, soi-disant, pour moi, si vous voulez, alors ça me regarde que moi, c'est mon opinion, c'est le grand capital. C'est le grand capital qui, de toute façon, décide, et dans toutes les dictatures, ça a été comme ça, c'est eux qui financent, c'est eux qui mettent au pas les ouvriers ou autres. Une petite anecdote, Bismarck, quand il avait demandé justement la mise en place d'une retraite en Allemagne, a demandé à quel âge mourraient les ouvriers. On leur a dit à 65 ans. Il a mis la retraite à 65 ans. C'est un petit peu ce qu'on vit, si vous voulez, le bis repetita, etc. Quand on parle de sanctions, alors excusez-moi, c'est comme c'est rapide, je fais un petit peu des digressions, mais quand on parle de sanctions sur où les Européens doivent se couper du gaz, du pétrole, il faut savoir que les États-Unis ont augmenté leur importation de pétrole russe et de gaz de 40% quand même. Donc il y a un moment, ça devient complètement dingue. On est dans une dystopie. L'Europe sera le dindon de la farce de toute façon. C'est clair. Juste un mot, c'est pas anecdotique, mais non, le plus beau, ça a été quand même Zelensky qui demande à tous les Européens d'enlever, évidemment, d'arrêter de subventionner ces criminels de Russes, enlever le roi Merlin, enlever Renault, débarrassez-nous de ça. Et pendant ce temps, le
le gazoduc russe-Allemagne qui passe par l'Ukraine n'a jamais aussi bien fonctionné. Et les Ukrainiens, non seulement se chauffent, mais touchent de l'argent là-dessus, bien sûr. Et en attendant, il n'a cité que les entreprises françaises. Quand il s'est adressé aux autres parlements d'autres pays, que ce soit les États-Unis ou que ce soit l'Europe, il n'a jamais cité d'entreprises différentes. Enfin, en tout cas, d'entreprises tout court. On est vraiment dans le cœur du réacteur aussi pour plein de raisons. Mais aujourd'hui, on a un représentant de la finance qui n'est qu'un pantin et qui effectivement va mettre par terre le pays. Moi, je suis pas spécialement pour Marine Le Pen. J'ai pas spécialement d'affinité, même si je me retrouve dans certaines de ses propositions. Mais c'est le moins pire, on va dire, parce qu'aujourd'hui, c'est Karl Marx qui disait ça dans son livre Le Capital. Il disait à la fin du capitalisme, les gens achèteront la corde pour se pendre. Oui, c'était une phrase. Et on en est là, en fait, parce qu'aujourd'hui, on n'a absolument aucun recul sur la candidate qui est sélectionnée au second tour, même si elle a fait plusieurs campagnes. Mais en revanche, on a du recul sur ce qu'avait fait vivre Macron. Et je ne peux pas imaginer qu'il puisse faire différemment de ce qu'il... C'est Schwab, c'est le grand reset, c'est en gros la disparition des États. On devient une province européenne. D'ailleurs, lors de son allocution hier soir, il n'y avait quasiment pas de drapeau français, il n'y avait que de drapeau européen. Mais moi, j'ai pas envie de me fondre. Je veux dire, l'Europe, c'est l'Europe, mais l'Union européenne telle qu'elle est faite, Van der Leyen prend des décisions sur la vente d'armes, elle n'en a pas le mandat. Elle prend des décisions sur l'interdiction de chaînes, elle n'en a pas le mandat. Je ne sais pas. Il y a un moment, si les gens réagissent pas voilà. Est-ce que les gens vont réagir ou pas? That is the question. C'est souhaitable parce que les gens qui votent pour Macron sont notamment, principalement, apparemment des retraités, sauf qu'eux ont bénéficié de la retraite à 60 ans et en fait, ils votent pour que les suivants se la tapent à 65, voire 70. Mais imaginez quelqu'un dans le bâtiment ou même un policier ou un pompier à 70 ans, qu'est-ce que vous voulez, ou même à 65, qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse être tout simplement profiter de sa retraite? On en revient à Bismarck, à quel âge meurent les ouvriers? 65 ans, je mets la retraite à 65 ans. En tout cas, écoutez, ça c'est des choses à suivre et merci à vous. Rémi, vous vouliez ajouter quelque chose? Alors, il y a tellement de raisons de se scandaliser de la candidature d'Emmanuel Macron. On aurait pu parler de l'affaire McKinsey, on aurait pu parler de l'affaire Laurent Bigorgne, on aurait pu parler du Rothschild Gate. J'attire votre attention sur les travaux de l'économiste Guy de Lafortelle concernant BlackRock et l'influence de ce fonds d'investissement, le plus gros fonds d'investissement mondial, 30 000 milliards de dollars sous gestion, sur la politique française, notamment sur la question de la réforme des retraites, puisque vous mentionnez le sujet des retraites, mais aussi de la mise en place de l'euro numérique. Et des monnaies numériques qui permettront à terme, c'est sans doute l'un des chantiers d'un deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, de vous refuser l'accès à certains paiements et donc à certains services si vous êtes jugé non conforme pour des raisons idéologiques, pour des raisons diverses. Tout ça, c'est BlackRock. Et donc aujourd'hui, on comprend bien que Macron, en fait, est un fondé de pouvoir. Et dans ce grand magasin Globalia, il y a un chef de rayon, il y a un rayon France. Le chef de rayon France, c'est Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'on pourrait le nommer tout le temps employé du mois. Et c'est pour ça qu'on doit chasser Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Pardon. Écoutez, ce sont vos propos, Rémi Tell. Effectivement, il faut savoir si on ne va pas tomber dans les soldes fin de série où tout doit disparaître. C'est une question. Et ça, ce sont les Français qui trancheront. Et très rapidement, Catherine, qui nous appelle de Neuilly, mais très très rapidement. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Monsieur Berkop. Je suis très contente de vous entendre au téléphone. Voilà. Écoutez, je vous appelle parce que moi, je voudrais tout simplement et très rapidement revenir sur les sondages. Je trouve qu'il ne devrait pas y avoir de sondage pendant les présidentielles parce que je suis absolument certaine qu'il y a eu véritable influence sur l'opinion. D'autre part, parce que je suis aussi un petit peu convaincue que beaucoup auraient voulu voter M. Zemmour, mais ont voté pour Mme Le Pen en pensant que c'était un vote plutôt utile, justement, vu les sondages. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas matraquer pendant des jours et des jours avec des chiffres. Je vous assure que ça décourage, je pense, beaucoup de Français. Et moi, j'étais sur le point de ne pas voter, tellement j'étais démoralisée. Vous voyez, le journal Ouest France a interdit les sondages. Oui, exact. En Italie, c'est je pense qu'il a bien fait. Écoutez, là-dessus, moi je vous rejoins. Je pense que les sondages devraient être interdits au moins un mois, sinon plus,
avant les élections, d'ailleurs avant toute élection. Je crois tout à fait. Merci Catherine. En tout cas, rappelez-nous, là on arrive en fin d'émission et je dois dire que Rémi Tell, il s'appelle pas Guillaume Tell, mais il n'y aura pas de pomme sur sa tête, c'est clair. Et je rappelle le titre de votre livre, Paroles révoltées aux éditions Perspectives Libres. Merci à tous ceux qui nous ont appelés au 0826 300 300. Et puis dans un instant, Brigitte Lahaie va se demander quelle est la durée idéale d'un coït. 5 ans, ça risque de faire long.